chez l'enfant sera indiqué chez le cas suspect, chez le cas probable symptomatique, chez l'enfant hospitalisé pour des signes sévères, présentant des symptômes qui durent depuis plus de 3 jours et qui n'ont pas été rattachés à une autre cause, chez l'enfant hospitalisé ayant un contact Covid+. La suivante, s'il vous plaît. La suivante, s'il vous plaît, Hela. Donc, ces indications vont être régulièrement révisées et actualisées selon les stratégies nationales. Il y a une obligation de se conformer aux protocoles nationaux. Il n'y a plus de PCR de contrôle à la fin de la période de l'isolement pour le retour à l'école selon les recommandations de l'ONME depuis 28 septembre 2020 et il n'est plus le certificat pour la reprise de la scolarité au terme de la période de l'isolement n'est plus nécessaire. La suivante, s'il vous plaît. Les formes cliniques de l'infection à Covid-19 sont variables. Les plus fréquentes sont les formes asymptomatiques, les formes mineures, les formes modérées. Les formes sévères et les formes critiques sont plus rares. Néanmoins, sur les 3000... On a perdu votre son pour quelques secondes, Madame Mazir. Comment? Madame Mazir, on a perdu votre son depuis le début de cette plaque, on n'a pas pu entendre votre voix. D'accord. Répétez, s'il vous plaît. Donc, je répète pour les formes cliniques. Donc, concernant les formes cliniques de l'infection à Covid-19, il y a plusieurs formes. Les plus fréquentes sont les formes asymptomatiques, les formes mineures, les formes modérées, les formes sévères et les formes critiques sont beaucoup plus rares, mais elles existent. Et il y a même des décès sur les 3500 cas qui ont été répertoriés en Tunisie. Il y a eu 5 décès, mais ces 5 décès sont associés, ce sont des enfants qui ont des comorbidités sévères. La suivante, s'il vous plaît. Donc, on va revenir plus en détail avec ces formes cliniques. La forme asymptomatique, c'est l'enfant testé positif pour le SARS-CoV-2 et qui ne présente pas de symptômes. La forme mineure, ce sont des enfants qui présentent une infection respiratoire aiguë haute faite de fièvre, de toux, de douleurs pharyngées, de congestion nasale, de fatigue, de céphalée, de myalgie, avec, lorsque l'âge est supérieur à 6 ans, une possibilité d'agueusie et d'anosmie. La forme mineure peut aussi se traduire par un tableau digestif qui associe diarrhée, vomissement, sans signe de déshydratation. La forme modérée associe des signes respiratoires tels que la toux, mais sans atteindre les critères d'une pneumonie sévère, avec ou sans fièvre. La suivante, s'il vous plaît. Les formes sévères vont se traduire par une augmentation de la fréquence respiratoire supérieure à 70 par minute lorsque le nourrisson est âgé de moins de 1 an, supérieure à 50 cycles par minute lorsque le nourrisson est supérieur à 1 an. Elle se traduit aussi par une saturation en oxygène qui est inférieure à 92%, associant des signes de lutte, une apnée intermittente. Les formes sévères se traduisent aussi par des anomalies neurologiques à type de somnolence, de coma, de convulsions, de refus de l'alimentation avec des difficultés de l'alimentation, des signes de déshydratation. Les formes critiques se traduisent par une détresse respiratoire qui nécessite une ventilation mécanique, un état de choc et parfois
souvent une défaillance multiviscérale. La suite, s'il vous plaît. La suite, s'il vous plaît. Plaque suivante, s'il vous plaît. Ça marche pas, alors, on accordera une attention particulière aux enfants qui présentent des comorbidités. Les comorbidités qui sont les plus problématiques et qui peuvent donner des formes graves d'infection à SARS-CoV-2, ce sont les enfants immunodéprimés, les enfants qui ont une transplantation d'organes, les patients qui ont des maladies hémato-oncologiques sous chimiothérapie, les cardiopathies, les pathologies neuromusculaires, les pathologies respiratoires, telles que la mucoviscidose, les dysplasies bronchopulmonaires, l'asthme sévère non contrôlé, les hémoglobinopathies homozygotes, telles que la drépanocytose, le diabète de type 1 déséquilibré, et les facteurs de risque sont l'obésité, le diabète chez le nourrisson, l'hémoglobine A1C qui est supérieure à 7,5% et la carence en vitamine D. La suite, s'il vous plaît. Donc, on ne va pas hospitaliser tous les enfants qui présentent une infection à Covid+. Ce sera seulement les formes cliniques sévères et les formes critiques. Et, quelle que soit la forme, quand il existe une comorbidité qui a été décompensée, comme on vient de le voir, une immunosuppression primitive ou secondaire, une asplénie ou une dysfonction splénique, le diabète mal équilibré, les maladies chroniques cardiovasculaires, respiratoires, neuromusculaires et rénales. La suite, s'il vous plaît. Les examens complémentaires ne seront demandés que pour les enfants hospitalisés. Il peut s'agir d'examens radiologiques. On commencera par une radiographie du thorax qui est, c'est vrai, peu sensible, mais elle sera indiquée pour tout enfant hospitalisé pour signes respiratoires. En revanche, la tomodensitométrie thoracique, qui est beaucoup plus sensible, sera indiquée dans les fortes suspicions avec PCR négative chez l'enfant immunodéprimé, dans les formes d'aggravation secondaire, dans le suivi des malades en réanimation. Suivante, s'il vous plaît. Les examens biologiques, de même, seront réalisés pour tout patient hospitalisé. On réalisera un prélèvement nasopharyngé, RT-PCR ou oropharyngé lorsque le prélèvement nasopharyngé est difficile ou impossible à réaliser, en sachant que le prélèvement nasopharyngé est moins sensible que le prélèvement nasopharyngé, et on fera le prélèvement à la mère si elle est hospitalisée avec son enfant. On demandera aussi une numération en formule sanguine, une CRP, des hémocultures. On demandera une fonction hépatique, une fonction rénale, un ionogramme sanguin. Et dans les formes sévères, on ajoutera des gaz du sang, une ferritinémie, des LDH, des CPK, des troponymes et les dédimères. Plaque suivante, s'il vous plaît. En ce qui concerne la prise en charge thérapeutique, les moyens sont multiples. Il y a d'abord l'oxygénothérapie. Les autres mesures telles que l'antibiotique, l'azithromycine, la visée immunomodulatrice, les vitamines et oligoéléments, l'HBPM, les antipyrétiques, les apports hydriques et nutritionnels, le traitement antiviral qui, jusqu'à ce jour, il n'y a pas de traitement du SARS-CoV-2. Plaque suivante, s'il vous plaît. L'oxygénothérapie,
L'objectif, c'est d'atteindre une saturation supérieure ou égale à 94% pendant la réanimation. Puis, une fois l'enfant stabilisé, la saturation cible sera supérieure à 90%. Le mode va varier selon la gravité. Lunettes nasales simples à raison de 2 à 4 litres par minute dans les formes peu sévères. Des masques à haute concentration à raison de 12 à 15 litres par minute avec des masques adaptés. Une oxygénothérapie à haut débit, au petit flot, s'il existe une hypoxémie réfractaire sans hypercapnie ni acidose à défaut de place en réanimation. On mettra un masque chirurgical au-dessus pour éviter le risque important d'aérolisation. On accordera une attention particulière pour les enfants asthmatiques suspectés ou confirmés d'une infection Covid+. Il faudra préconiser un traitement inhalé par spray et chambre aux nébulisations. À défaut, on donnera les nébulisations avec un débit de 6 litres par minute, tout en assurant une aération de la chambre. Plaque suivante. Les autres mesures, les antibiotiques seront prescrits en cas de surinfection. De première intention, on donnera l'amoxicilline, l'acide clavulanique et céphalosporine de 3e génération. L'azithromycine sera donnée à visée immunomodulatrice lorsque le poids est inférieur à 25 kg, 1 mg kg, soit une dose poids pendant 5 jours. Lorsque le poids est supérieur à 25 kg, 500 mg par kilo le premier jour, puis 250 mg pendant 4 jours. Les vitamines et oligoéléments, il n'y a pas de preuve tangible de leur efficacité, mais leur effet immunomodulateur a été souligné dans plusieurs études. Ainsi, on pourra donner le zinc sous forme de sirop avant 6 mois à raison de 10 mg par jour et après 6 mois, 20 mg par jour pendant 7 jours. Et la vitamine C à raison de 200 mg pendant 7 jours. La vitamine D, on préférera les doses quotidiennes à raison de 5 gouttes par jour pendant 10 jours que la vitamine D3 en ampoule à raison de 200 000 unités par voie orale. L'HBPM sera discuté au cas par cas en cas d'existence de signes cliniques, biologiques ou radiologiques de thrombose, mais aussi à titre préventif dans certaines situations. Les antipyrétiques, on donnera le paracétamol, mais pas d'AINS. Les apports hydriques et nutritionnels seront importants à respecter en ayant un objectif d'une normohydratation et d'un apport calorique suffisant. Les moyens dépendront de la tolérance digestive, respiratoire et de l'état d'hydratation, soit par voie orale, par sonde nasogastrique ou par voie intraveineuse. Les indications du traitement selon les formes cliniques dépendront des formes cliniques. Donc, dans les formes asymptomatiques, on assurera un isolement de 7 jours, une éducation des parents avec une surveillance à domicile pour s'assurer qu'il n'y a pas de symptômes qui vont apparaître. Dans les formes mineures, là aussi, c'est un isolement de 7 jours qui sera préconisé et au moins 3 jours sans symptômes. Le traitement symptomatique sera prescrit. Il ne faudra pas donner d'AINS et on donnera de la vitamine C, de la vitamine D et du zinc et éducation des parents avec surveillance à domicile pour s'assurer qu'il n'y a pas d'aggravation des symptômes. Dans les formes modérées, c'est la même chose que dans les formes mineures, mais là, on discutera l'antibothérapie, l'azithromycine et on associera aussi les vitamines et les oligoéléments. Dans les formes sévères et les formes critiques, les formes sévères vont être hospitalisées. En cas, l'oxygénothérapie en réanimation, il faudra atteindre une saturation supérieure à 94%, puis une stabilisation, après stabilisation, une saturation de 90%.
Un traitement pharmacologique, les antiviraux, sera discuté au cas par cas, l'antibiothérapie aussi, ainsi que l'HBPM au cas par cas. Dans les formes critiques, ils seront hospitalisés en réanimation. Ce sera la même chose que dans les formes sévères, mais l'assistance ventilatoire non invasive ou invasive vont être discutées. Il faudra considérer les autres mesures de réanimation adaptées. Plaque suivante, s'il vous plaît. Plaque suivante, s'il vous plaît. 1 minute, docteur Nézir. Je crois D'accord. que nous aussi, je crois, on a des problèmes de connexion. Donc, les recommandations pour le retour de l'enfant à domicile, quand il est Covid+, il faudra qu'il porte un masque chirurgical. Avant 6 ans, ce sera difficile à réaliser. Après 6 ans, il est obligatoire. Bien sûr, chez le nourrisson, il est interdit. Il faudra que l'enfant se lave les mains régulièrement, après avoir été aux toilettes et avant de manger. L'enfant ne doit pas entrer en contact avec des personnes fragiles, femmes enceintes, personnes présentant une maladie chronique et les personnes âgées. L'enfant doit être surveillé. Les éléments de surveillance, c'est la température 2 fois par jour, la respiration, la survenue de frissons, les malaises, la tolérance de la fièvre. On va surveiller cet enfant quotidiennement pendant 7 à 10 jours et on notera ces éléments sur un cahier de surveillance. Il ne faudra pas déplacer l'enfant à l'hôpital ni chez le médecin en cas d'aggravation, mais contacter par téléphone le 190 ou un autre numéro qui sera mis à disposition par les autorités et bien sûr contacter le médecin traitant. À côté des formes cliniques que l'on a vues, il y a le syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique au SARS-CoV-2, MIS-C, ou multisystémique System Inflammatory Syndrome in Children, ou encore PIMS, Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome. C'est un syndrome qui a été constaté après quelques mois après le début de l'épidémie, donc à peu près en mai. Beaucoup d'observations d'enfants et d'adolescents ont été rapportées dans plusieurs pays. Plaque suivante, s'il vous plaît. Ce sont des... Madame, il vous reste encore 5 minutes. Oui, Il vous reste encore 5 minutes. 5 minutes, oui, j'ai terminé. Donc, ce sont des tableaux qui associent de la fièvre dans un contexte d'inflammation proche de la maladie de Kawasaki et qui sont en lien chronologique avec la COVID-19, qui sont apparus 2 semaines à 4 semaines après une infection à COVID-19. Et cette inflammation résulte d'un emballement immunitaire avec un orage cytokinique. Plaque suivante, s'il vous plaît. Donc, ces critères diagnostiques du PIMS selon l'OMS, c'est un terrain, ce sont des enfants, des adolescents de 0 à 19 ans qui ont une fièvre qui évolue depuis plus de 3 jours, qui ont des critères critères sur 5 à type d'atteinte plaque suivante, s'il vous plaît, d'atteinte adénocutaneuse muqueuse, de troubles hémodynamiques,
de signes digestifs aigus, d'atteinte cardiaque et de coagulopathie, avec une biologie inflammatoire importante, une élévation de l'APS, une CRP, une procalcitonine élevée, un sepsis, un syndrome de staphylococcie ou streptococcique, et une preuve d'une infection en COVID-19 avec une RT-PCR qui est positive ou bien une sérologie positive ou bien un contact probable avec une personne COVID positive. Plaque suivante, s'il vous plaît. Donc, si vous pouvez avancer encore. Donc, le traitement du PIM, c'est la réanimation dans la plupart du cas, surtout quand il y a des troubles hémodynamiques. Il y a d'autres traitements qui ne sont pas consensuels, tels que les vénoglobulines, les INS, les corticoïdes, les anticoagulants, les antiagrégants plaquettaires. Mais le futur, l'avenir est basé sur les anti-interleukine 6 qui vont cibler l'inflammation. Plaque suivante, s'il vous plaît. Plaque suivante. On n'insistera pas sur le circuit Covid. On voit de plus en plus d'enfants qui consultent pour infection probable à Covid+. Et donc, il faut s'assurer que ce tri pédiatrique soit indépendant de l'adulte, qu'il y ait une zone tampon qui permette de ne pas recevoir d'autres malades à part des patients Covid. Donc, il y a des zones d'hospitalisation A avec des cas qui sont confirmés, qui vont être hospitalisés dans une zone Covid+. Les autres vont être hospitalisés dans une zone C. Et le transport des enfants Covid de plus, polysymptomatiques, ne doit pas être fait par les transports en commun. Voilà, je pense que j'ai terminé de parler des recommandations chez l'enfant. Je pense que je vais laisser la parole à Dr Galouz qui va parler du nouveau-né. Merci beaucoup, docteur Mézir, pour cette excellente présentation. Avant que docteur Galouz ne parle, il y a quelques questions auxquelles peut-être vous pourriez répondre. Il y a d'abord des questions par rapport à l'école. Bien sûr, si vous pouvez juste faire des réponses courtes parce qu'on est un peu en retard. Donc la première, c'est pourquoi il n'y a pas de certificat d'isolement? Et la deuxième, c'est est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre quand l'enfant retourne à l'école? Non, il n'y a pas. Pour le certificat, c'est une décision qui a été prise par l'OMS. Donc, l'essentiel, c'est que l'enfant n'ait plus de symptômes. Donc, il est fait une isolation. Vous m'entendez? Tu veux parler d'ici? Tu veux répondre? Madame Mazir, essayez toujours laisser un seul micro dans la salle. Un seul micro, oui. Et écoutez, voilà. Un seul micro et écoutez par une seule voix, une seule source. Donc, vous m'entendez là? On en avec un écho, madame. On va fermer ça. On fait comme ça. Sinon, on va passer la main à madame Galouz pour le moment et on va laisser la discussion en fin de séance. Oui, bonjour à tous. Donc, c'est bon pour le son? C'est bon, excellent. Ça va, madame. On va mettre votre présentation.
Vous voulez? Bonjour à tous. Donc, on peut commencer. Pardon, Madame Gallous. Et là, je vous entends pas. Pardon, Madame Gallous, vous pouvez commencer. Qu'est-ce que, Elle. Bonjour, on vous écoute très bien, vous pouvez commencer. Docteur Gallous, est-ce que vous nous entendez? Madame Gallous, vous pouvez commencer. Madame Gallous, vous entendez? Je بتكلم. Pardon, Madame Gallous. et là, c'est bon? Oui. C'est bon, Madame Gallous, vous pouvez parler. Oui, mais je vous entends pas bien. Donc, bon, on va essayer de court-circuiter ces problèmes techniques. Et je voulais Voilà. vous présenter les recommandations nationales par rapport à la pandémie Covid, par rapport aux nouveau-nés. Donc, diapo suivante, c'est à vous. Elle. Voilà. Donc, il est avéré, d'après presque toutes les données de littérature, qu'il y a une absence de transmission du virus au fœtus et en pernatal. Donc, il n'y a pas de transmission de la mère, attendez, de la mère vers le nouveau-né par le lait maternel, mais la possibilité d'infection pour le nouveau-né, elle est toujours possible, même si elle est rare, et ça sera une infection par les voies aériennes. Les manifestations cliniques d'une infection par le SARS-CoV-2 chez les nouveau-nés sont non spécifiques. On aura cette fois un nouveau-né qui a un symptôme quelconque. Et par conséquent, il n'y a pas de traitement spécifique, ça sera un traitement symptomatique. Néanmoins, il y a des mesures particulières qui doivent être prises pour assurer une prise en charge optimale. Diapo suivante. Diapo suivante. Donc, je vous ai bien dit que c'est une pathologie rare chez le nouveau-né. Donc, au cours de la première vague, au mois de mars, il n'y a pas eu de femmes enceintes qui ont accouché, de femmes enceintes Covid positives qui ont accouché. Et depuis la nouvelle vague depuis le mois de septembre, on a quand même une centaine de femmes enceintes Covid positives qui ont accouché. Et les nouveau-nés sont tous asymptomatiques pour les femmes tunisiennes qui ont accouché pendant cette période. Cependant, il y a eu quelques observations chez des nouveau-nés Covid positifs, infectés, hospitalisés, mais c'était des infections postnatales. Ah, d'accord. Donc, on va définir, comme pour l'enfant, on va définir un nouveau. C'est ça qu'elle s'en est.
on va définir un nouveau-né suspect de Covid positif. C'est tout nouveau-né d'une mère ayant des antécédents d'infection Covid-19 10 jours avant l'accouchement et 10 jours après l'accouchement, ou de contact avec un membre de la famille. Parmi les observations qui ont été notées chez le nouveau-né, il y a un nouveau-né qui a été infecté par le grand-père. Donc, c'est même pas la femme, en postnatal. Un nouveau-né infecté Covid positif. Donc, c'est un nouveau-né qui présente une PCR positive pour le SARS-CoV-2. Diapo suivante. Diapo suivante, Hélène, s'il te plaît. Donc, la prise en charge des nouveau-nés suspects ou infectés va dépendre de la symptomatologie présentée par ce nouveau-né. Et on aura des nouveau-nés asymptomatiques, bien des nouveau-nés symptomatiques. Si le nouveau-né il est asymptomatique, il peut être pris en charge auprès de sa mère avec une protection maximale pour le personnel soignant. Avec les mesures de prévention, de distanciation, de protection pour le personnel soignant. L'allaitement maternel, il est permis, toujours en insistant sur mesures de protection pour la mère. Elle peut toujours allaiter avec des précautions particulières, avec un masque, avec une visière. Il n'y a pas lieu d'avoir une séparation du nouveau-né de sa mère et l'isolement toujours de rigueur par rapport au couple mère-enfant. Si le nouveau-né il est symptomatique, évidemment, il doit être pris en charge dans une unité de néonat spécifique avec un isolement. Et le mieux, c'est qu'il soit dans un incubateur fermé. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, pour la prise en charge, c'est un traitement symptomatique. Donc, ça va dépendre de la symptomatologie présentée par le nouveau-né. Donc, si c'est une détresse respiratoire, donc on va avoir des mesures de prise en charge de la détresse respiratoire chez le nouveau-né. Il faut savoir que les PCR chez le nouveau-né ne sont pas demandés avant J5 de vie. Si on la demande très précocement, c'est vraiment à but iconographique, mais c'est pas à but diagnostique. Diapo suivante, s'il te plaît. Diapo suivante. Donc, après la permission d'une maman Covid positive, donc on voit qu'on peut toujours autoriser l'allaitement, mais en insistant sur un masque chirurgical simple pour la mère, une visière, tout en assurant une bonne hygiène des mains. Et elle va essayer d'éviter d'éternuer ou de tousser avec le bébé, en présence du bébé. Diapo suivante. Diapo suivante. Diapo suivante. Malheureusement, on ne peut pas faire passer les diapos. Ça viendra, Nédia, désolée, on a un souci de connexion aujourd'hui. Donc, c'est la photo qui vous plaît, on est fixé là-dessus. Donc, l'INEA Santé, il y a eu des recommandations faites pour le nouveau-né. Donc, on va voir une salle d'accouchement. Donc, elle doit être dédiée aux mères Covid positives avec un matériel spécifique pour l'accueil d'un nouveau-né, tout en assurant les EPI spécifiques. Il n'y a pas lieu de recommander, il n'y a pas lieu de retarder le clampage du cordon lors de l'accouchement. L'allaitement maternel, on a vu qu'il est même recommandé tout en assurant les mesures d'hygiène. Pas de séparation du mère et du nouveau-né. Diapo suivante. Suivante. Désolée, Nédia, mais bon, ça viendra. Je vous entends pas. C'est bon, là, vous nous entendez? Sonia, tu remets le son, j'entends pas ce qu'ils disent. Voilà. Ah, d'accord. Donc, d'accord. Donc, on a dit, si le nouveau-né, il est asymptomatique, il peut rester auprès de sa mère dans le service Covid de la maternité, dans une unité Covid spécifique dédiée à la maternité, tout en assurant l'hygiène nécessaire et un point d'eau, les lavages des mains. Si on est amené à transporter le nouveau-né, donc également il faut assurer des mesures adaptées comme l'adulte, en insistant sur la désinfection des incubateurs de transport.
Et comme on a dit, si le nouveau-né il est symptomatique, donc il va être pris en charge dans une unité de néonat avec dans un incubateur fermé et dans un secteur Covid pour ne pas infecter les autres nouveau-nés. Pour le nouveau-né asymptomatique, nouveau-né né suspect asymptomatique, il faut respecter les mesures déjà préconisées. Et on peut être amené à admettre secondairement les nouveau-nés. Et dans ce cas, la prise en charge sera selon les recommandations faites pour les enfants plus âgés. Diapo suivante. Donc, il faut toujours insister sur l'information complète avec un consentement écrit et signé par les parents en cas que ce soit en cas de séparation ou en cas de confier le nouveau-né à sa mère. Il faut toujours lui expliquer que le risque existe et expliquer les mesures barrières à respecter. En période néonatale, on n'est pas pour une prescription large des antibiotiques. Donc, ce sera comme on a dit, un traitement symptomatique en fonction de la symptomatologie présentée par le nouveau-né. Il faut jamais perdre à l'esprit l'aspect psychologique. Donc, c'est une situation vraiment très angoissante, déjà par rapport à l'accouchement, par rapport aux angoisses des mères, de contaminer. Donc, et d'ailleurs pour tous les patients Covid positifs, donc ils sont dans un état d'isolement et on sera toujours là pour accompagner les patients, surtout s'il y a la séparation par rapport au nouveau-né. Et évidemment, les visites sont interdites. Et là aussi, il y a tout un travail à faire auprès de nos familles. Donc, comme c'est un événement heureux par rapport l'accouchement, l'arrivée du bébé, donc on comprend très mal que la famille ne rende pas visite. Donc, dans les recommandations d'INES, on a les règles d'hygiène qu'on va les rappeler chaque fois en cas d'allaitement. Il faut bien se laver les mains avant de toucher le bébé, ou bien avant de tirer son lait, ou en préparant le biberon. Donc, l'hygiène vestimentaire et corporelle avant d'allaiter doit être parfaite. Il faut éviter de tousser ou d'éternuer sur le bébé pendant l'allaitement maternel, évidemment, et le port de masque lors de l'allaitement pour la mère. Un masque chirurgical suffit. Bon, pour plus de protection, on a une visière. Diapo suivante. Donc, si le nouveau-né, il est asymptomatique avec une maman qui va bien, donc on prépare le retour à domicile du couple mère-enfant. Donc, comme on insiste, il n'y a pas lieu de séparer le nouveau-né de sa mère, sauf demande de sa mère d'en être séparé. Et là, on insiste encore une fois sur le consentement éclairé signé par les parents. Le confinement doit durer au moins 10 jours. La mère et le nouveau-né doivent être installés dans une chambre isolée du reste de la famille. Et c'est un peu difficile dans un contexte de postpartum de respecter ces mesures d'isolation, mais il faut vraiment insister. Le berceau doit être mis à 2 mètres de distance du lit de la mère et les contacts avec l'entourage intrafamilial doivent être évités. Port du masque recommandé pour la mère. Évidemment, le nouveau-né ne porte pas de masque. Excuse-moi une minute. Donc avant le retour à domicile, on va y revenir, mais il faut vacciner le nouveau-né par vaccin d'hépatite B à la naissance et le vaccin de BCG à la naissance. Ça va éviter une consultation secondaire et voilà, et une protection pour le nouveau-né. Donc toutes ces recommandations sont bien résumé dans un algorithme qu'on retrouve dans les recommandations d'INES Santé. Donc, la première partie, je crois qu'elle n'a plus beaucoup lieu d'être, c'est pour le scoring et le circuit Covid pour une mère suspicion de Covid positif. Donc, voilà, on passe rapidement pour cette première partie. Donc, si elle est Covid plus positif, donc elle sera dans un circuit Covid dans la maternité. Si elle est asymptomatique, donc l'accouchement sera fait avec un confinement de 10 jours. Donc on passe à la diapo d'après. Donc on est devant un nouveau-né suspect de Covid 19.
Donc, s'il est asymptomatique, on prendra les mesures de prise en charge auprès de sa mère en insistant sur les EPI, l'allaitement maternel, pas de séparation et l'isolation, le couple mère-enfant. La sortie, elle est prévue à H4 ou H48 avec un confinement de 10 jours, la sortie après vaccination. Si le nouveau-né devient symptomatique donc après le suivi, il sera réadmis dans l'unité et faire une PCR. Donc, on va passer rapidement par rapport à cet algorithme. Donc, si on a un nouveau-né symptomatique, la prise en charge, elle est dans une unité de néonat. On fera une PCR à partir de J5. Le nouveau-né va rester dans l'unité d'isolement jusqu'à la négativation de la PCR ou disparition des symptômes. En général, jusqu'à ce que le nouveau-né soit asymptomatique, devienne asymptomatique, qu'il n'ait plus de pathologie néonatale. Donc, la sortie sera autorisée après. Par la suite, si la PCR est négative, il faut poursuivre le traitement et autoriser la sortie après guérison. Donc, on passe. Diapo suivante. Diapo suivante. Donc voilà, c'était pour attendez. Donc c'était pour la période néonatale. On va entamer sur la vaccination de l'enfant en période de Covid. Et pour enchaîner, il n'y a pas mieux que la vaccination en période néonatale. Donc, il faut insister sur la vaccination du nouveau-né par vaccin d'hépatite B et le BCG en période néonatale, pour tous les nouveau-nés d'ailleurs. Et par la suite, il faut respecter le calendrier vaccinal avec une vaccination qui doit être faite régulièrement à partir de l'âge de 2 mois, selon le calendrier vaccinal en vigueur. L'épidémie de Covid-19 ne doit en aucun cas perturber le déroulement du calendrier vaccinal. Donc, en aucun cas, on doit retarder la vaccination. Et si celle-ci a été, si la vaccination a été retardée, celle-ci devra être poursuivie là où elle a été interrompue. Une mention particulière pour la vaccination antigrippale chez l'enfant. Donc, elle peut être réalisée chez tous les enfants à partir de l'âge de 6 mois. Elle est recommandée chez tous les enfants présentant une comorbidité. Diapo suivante. Donc, la vaccination antigrippale, donc, on a les vaccins trivalents, les Vaxigrippe, et la posologie d'administration de 6 mois à 36 mois, c'est 0,25 millilitres, 1 à 2 doses. De 3 à 8 ans, c'est 0,5 millilitres, 1 à 2 doses. Et à partir de 9 ans, une seule dose suffit. Donc, je voulais finir par l'organisation, après les vaccins, l'organisation des consultations en ambulatoire en période Covid. Et dans ce cas, il faut vraiment bien gérer les consultations au cabinet, maintenir les consultations présentielles dans certaines situations. Les consultations qui peuvent être gérées en téléconsultation, ça sera fait. Et il faut insister sur les patients présentant des comorbidités. On finira par la présence de nos amis délégués médicaux. Donc, au cabinet, il faut au mieux organiser les consultations par la prise en charge des maladies chroniques qui doit continuer en les consultations, privilégier les rendez-vous même en cas de consultation urgente et espacer les rendez-vous de 30 à 40 minutes. Il faut désencombrer la salle d'attente, enlever les jouets, les journaux, l'espace chaise, mettre à disposition des malades accompagnateurs du gel hydroalcoolique et imposer le port du masque chirurgical pour les malades qui toussent. Et ce sera un peu difficile pour les enfants à moins de 5-6 ans, mais c'est indispensable pour les parents. Il faut protéger le personnel qui travaille avec vous, en l'occurrence la secrétaire, reporter les consultations qui peuvent l'être et demander aux familles de ne pas venir à plusieurs en consultation en insistant qu'il y ait un seul parent accompagnateur. On renforcera l'hygiène de base avec l'aération des pièces fréquemment, désinfecter les sols et les surfaces avec l'eau de javel diluée, désinfecter 2 à 3 fois les surfaces et les objets encore nécessaires. Désinfecter bien sûr la table d'examen, la balance, les instruments diagnostiques, stéthoscope, otoscope, mètre, balance entre deux patients. Utiliser un thermomètre à infrarouge, lavage des mains à l'eau ou au savon
à condition qu'il soit bien fait et dure suffisamment longtemps, 20 à 30 secondes. Enlever tous les accessoires portés, bagues, alliances, montres et même vernis à encre. Les solutions hydroalcooliques doivent être utilisées à chaque fois qu'une source d'eau n'est pas disponible. Et le personnel d'accueil des cabinets libéraux doit porter un masque chirurgical en permanence pour se protéger et pour protéger les autres. Donc, respecter la distanciation physique. Le pédiatre doit porter un masque FFP2 pour tout geste invasif ou examen approprié. Donc, ce sera l'examen de la gorge, on le verra tout à l'heure. Et la visite seule ne remplace pas le masque. La visière seule ne remplace pas le masque, elle doit être portée en complément du masque. Diapo suivant. Donc, on va essayer de maintenir les consultations présentielles après un appel téléphonique. Donc, on va estimer le risque d'infection par le Covid-19. Et maintenant, au cours de ces 2 derniers mois, donc toute symptomatologie respiratoire, on n'insistera jamais assez sur le contexte auprès des parents. Donc, s'ils ont des signes indicateurs de cette maladie. Donc, les examens obligatoires avec vaccination de la première année de vie, ne pas retarder les vaccins jusqu'à 18 mois, et les consultations de suivi sont à maintenir. Pour les consultations qui peuvent être gérées en téléconsultation, ce sera les infections non fébriles, les syndromes grippal, on peut l'évaluer, la gêne respiratoire à distance, avec c'est un peu difficile, mais on peut toujours essayer de le faire. Les affections fébriles, donc moins de 3 jours, il faut continuer l'enfant il faut voir avec les enfants il faut bien se protéger avant d'examiner l'enfant. Donc pour tout ce qui est renouvellement d'ordonnance, interprétation des résultats, éruption cutanée ou guidance parentale, on peut toujours le faire par téléphone. Diapo suivant. Donc, il faudra faire attention pour l'examen de l'oropharynx des enfants qui va être réalisé en cas de nécessité. Donc, un enfant qui consulte pour une vaccination, c'est pas la peine de voir la gorge. Donc, le pédiatre doit bien se protéger avec un masque chirurgical, lunettes et visière. Et il faut insister sur le VPU à usage unique qui va être éliminé à la fin de l'examen selon les directives du ministère de la Santé. Suivant. Pour résumer, on a un tableau qui illustre bien la conduite pratique en consultation publique et privée face au Covid-19. Donc, en insistant sur des mesures d'hygiène barrières dans les lieux de soins, en évitant les croisements dans les salles d'attente, en insistant sur les mesures d'hygiène dans les salles d'attente, d'hygiène des mains et port de masque pour le personnel. Et ça sera la dernière diapo. Merci. On va se mettre à 2 pour contourner tous ces problèmes techniques. Et à vous, Dr Hamzaoui, pour répondre aux questions. Merci beaucoup. Merci pour ces très très belles présentations. On ne vous entend pas là. Pourtant, j'ai pris le son. Vous m'entendez là? Non, on ne vous entend pas. Le téléphone. باش نعاود le système là. Que les présentations. On va essayer. On n'entend pas vos questions, on ne vous entend pas. Alina, on vous entend très bien. Il y a les participants qui disent. Attendez, on va essayer de se Donc, connecter à travers un autre ordinateur parce que là, on vous entend. Voilà, c'est les conférencières qui n'entendent pas aujourd'hui. Oui, c'est bien comme Alors, je vais essayer de regrouper les questions et puis je leur transmettrai. Je vais essayer de répondre à certaines en attendant. Dr Hamzaoui, juste une minute. Oui. On va essayer de se connecter parce qu'on ne vous entend pas. D'accord. Juste à propos de la visière, il y avait Madame Mullet
qui disait que on pouvait remplacer le masque par la visière pour que le bébé regarde. La visière, elle protège pas du tout le bébé là. Parce que la visière, ça ne protège que les yeux de la maman. Et en plus, sur la photo, on voyait un masque avec une valve. Et en réalité, il faut pas utiliser le masque avec valve parce que la valve, elle laisse passer l'air. Docteur Hamzaoui, vraiment? Vous m'entendez? Vous, on vous entend, oui. D'accord. Donc, parce que là, on vous entend pas. Docteur Malade va essayer de se connecter de son portable et D'accord. Hein? Ça y est, vous êtes connecté? Donc, c'est juste pour finir le fait que la visière, ça protège pas. Et c'est juste un supplément par rapport au masque et qu'un masque, pour protéger les autres, il faut certainement pas qu'il y ait de valve. Le volume, il est maximum. Alinas, vous m'entendez? Oui, Madame Hamzaoui, très bien, 5-5. Parce que les autres, enfin, parce que les dames m'entendent pas toujours. On l'entend, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont. Aujourd'hui, la connexion, c'est pas au top. Peut-être qu'elle pourrait répondre par chat et que je lirai la réponse éventuellement. Vous pouvez leur dire Oui. qu'elles lisent les réponses et qu'elles répondent par les questions et qu'elles répondent. Elles peuvent même répondre oralement puisqu'on les entend. Je lance une communication. D'accord. Ouais, je sais que le bébé a besoin de voir le visage de sa maman, mais on peut se dire que ça va pas durer. En général, on est contagieux très peu de jours, juste 7 jours au maximum. On les entend vraiment plus là, du coup. Gallo, son micro, il est ouvert. On la voit très bien, mais on ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec. Donc, Vous leur avez proposé de lire et de répondre par chat? tout de suite, Dr Hamzaoui. Alors, théoriquement, pour les parents qui sont Covid+, quand leur enfant est asymptomatique, est-ce qu'il peut aller à l'école? Théoriquement, on considère qu'il y a un contact étroit et on l'isole pendant 10 jours. C'est la recommandation en principe. Merci à Sir Abdelrahim qui fait des corrections d'erreurs sur le guide. Il a tout à fait raison. Sur la rédaction, il y a 2 ou 3 erreurs qu'il a marquées. Pour l'école, un jour sur 2, j'imagine qu'en fait, c'est pour diminuer le nombre d'enfants par classe. Oui. L'enfant, il peut rentrer à l'école entre le 10e et le 14e jour, en principe. S'il a été asymptomatique, c'est 10 jours. S'il est asymptomatique, c'est au moins 10 jours, mais au moins 3 jours après la disparition de la fièvre et des symptômes. Et il n'y a pas de précautions particulières recommandées. Il faut qu'il continue les mêmes précautions qu'avant. Comme un enfant qui n'est pas Covid+. Vous savez que quand on est Covid+, à partir du 8e jour, les virus qui sont prélevés dans la gorge ne sont plus viables. Et donc,
ça protège. Je pense que sais pas, partout, on peut voir on n'arrive des... pas à les entendre. Ouais. Par Mais rapport, docteur Gallouz, est-ce que vous pouvez connecter avec votre téléphone? donc pour les dispensaires, partout on peut trouver des cas positifs Covid. Donc il faut prendre partout les mêmes précautions. La kiné, en général, on l'évite chez les patients Covid+, parce que c'est quand même un risque important pour les kinésithérapeutes. C'est comme pour les aérosols, donc la kiné respiratoire, en général, on l'évite. Bah oui, je suis d'accord, il faut vraiment que les gens prennent bien euh, en compte l'apport des mesures barrières. Quand on a un masque et qu'on a plus d'un mètre ou 1,5 mètres entre deux personnes, le risque de contamination est extrêmement faible. Donc, il faut surtout insister sur les mesures barrières et le fait de se laver les mains. Le certificat d'isolement, c'est la recommandation de ne plus donner de certificat d'isolement. Mais si l'enfant y tient, enfin, ou les parents y tiennent, ou à l'école, je pense que ça pose pas de problème. Pour le grand nombre d'infections chez les enseignants et chez les élèves, il faudrait comparer par rapport au reste de la population pour voir si c'est vraiment un nombre d'infections plus important que le reste de la population. Là, je pense que c'est les épidémiologistes qui pourraient répondre. D'autant que dans le problème quand les élèves que je vois en consultation me disent que en classe c'est très bien, il y a toutes les mesures qui sont prises, etc. Mais que quand ils sont dans la cour, ils sont sans masque, en train de jouer tous ensemble, agglutinés comme à leur habitude. Et je crois que pour les enseignants, ils sont pareils dans les salles de profs, tous ensemble en train de fumer. Donc, est-ce que c'est vraiment une contamination parce que c'est des enseignants ou c'est simplement parce que on fait pas assez attention? Par rapport aux autres questions, j'espère que les dames vont vous pouvoir se connecter. Docteur Gallouz, ouvrez votre micro. Micro, il est fermé. Ça y est, voilà. Là, c'est Alors, mieux. c'est mieux là? Parfait. Voilà, on vous entend. Très bien. Bon, vous avez répondu Oui. à quelques questions, notamment pour le retour de l'enfant après l'isolement. Il faut qu'il retourne après 10 jours à 14 jours. Il n'y a pas de certificat, ce sont les recommandations nationales. Pour les corticoïdes, il n'y a pas de place pour les corticoïdes chez les enfants Covid+. Au cas par cas, ils seront discutés peut-être dans le Kawasaki-like, mais il n'y a pas son traitement n'est pas consensuel. En ce qui concerne le Kawasaki-like, il se Vas-y, voit rapprochez le micro pour Madame Azir, s'il vous âgés de plaît. plus de 4 ans, préférentiellement, en comparaison avec le Kawasaki qui se voit plus chez les enfants âgés de moins de 5 ans. Mais on a eu un cas d'un enfant âgé de 3 ans, c'est un Kawasaki avec un Covid+. De toute façon, ce n'est pas étonnant. Les infections, les Kawasaki sont secondaires à des infections virales. C'est des pathologies post-infectieuses. Ils ont été déjà décrits avec le H1N1. Donc, on n'est pas surpris de voir des Kawasaki avec le Covid-19. Pourquoi les enfants ne font pas? Pourquoi ne font pas les formes graves? Non, ils peuvent faire des formes graves, mais proportionnellement parlant par rapport aux adultes, il y en a moins, beaucoup moins. Je crois. Probablement, on l'a dit dans la première plaque, ils sont protégés par de l'infection Covid-19 pour diverses raisons. Ils ont un système immunitaire qui est inné plus adapté. L'expression des récepteurs ACE2 est moins importante puisque le virus a besoin de ces récepteurs pour rentrer dans la cellule. Les formes graves
se voit beaucoup plus dans les formes avec comorbidité. Donc, le message qu'on peut donner, c'est que tous les enfants qui ont une comorbidité, il faut s'en occuper. Ce n'est pas parce qu'il y a une épidémie de Covid-19 qu'on va laisser tomber nos autres malades. Au contraire, c'est là où il faut s'en occuper avec plus de surveiller de près. Eh ben, merci. Voilà. Docteur Mézir. Zinc, azithromycine, oui, il faut faire attention. Il ne faut pas les associer. Tout à fait. Mais même tout ça, même l'indication de l'azithromycine, rien n'est consensuel. Hein, rien n'est consensuel. La vaccination. Pour la vaccination. Oui, donc d'abord, voilà, pour la vaccination, donc il faut insister sur le calendrier vaccinal et déjà en vigueur, donc en le respectant. Le vaccin à la naissance par le vaccin d'hépatite B et BCG doivent être instaurés dès la naissance pour tous les nouveau-nés. Donc voilà, il n'y a aucune mesure à retarder ou à avoir des PMI fermés ou à retarder les vaccins. Donc je vois une question dans le chat. Il est fondamental de montrer le visage de la mère découvert au nouveau-né dès l'expulsion et après avoir coupé le cordon. Oui, tout à fait. Mais il ne faut pas oublier qu'on est dans un contexte Covid. Donc, si elle est Covid positive, c'est déjà, si elle est Covid positive, elle est déjà infectée, il y a le risque de contaminer cet enfant, même s'il est minime. Donc, on ne va pas courir ce risque-là. Donc, le temps qu'on fasse les soins nécessaires et on va se dire ce n'est que momentané. Donc, il aura toute la vie pour découvrir le visage de sa mère. Juste par rapport à la vaccination, ils vous ont demandé quand un enfant est Covid+, quel délai entre la maladie et la reprise des autres vaccinations? Comme toute pathologie infectieuse, une dizaine de jours, 2 semaines, et après il pourra reprendre les vaccins comme toute pathologie infectieuse. Très bien. Merci beaucoup. La dernière question à laquelle je pense vous n'avez pas répondu, c'était simplement par rapport à l'héparine. Quand est-ce qu'on mettait de l'héparine aux enfants? Pour l'héparine, c'est au cas par cas. J'ai vu une question pour l'obésité. Bien sûr, c'est dans les formes graves. L'obésité est un facteur de gravité qui est important, qui a été constaté chez l'enfant et chez l'adulte. Et c'est au cas par cas qu'on donnera l'HPPN, soit de façon curative, soit de façon préventive. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Je n'en vois pas d'autres, donc nous sommes parfaitement à l'heure malgré tous nos petits soucis technologiques. Et donc je vous remercie tous. Je remercie tous ceux qui étaient présents, qui ont pris le temps d'écouter ces recommandations. Je remercie les enfants et les parents qui sont extrêmement patients par rapport à nos hésitations vis-à-vis de cette maladie. Et surtout, je remercie l'INEAS de servir de leader à ce guide et à ce projet qui fait que nous avons réussi à progresser très très vite sur une pathologie qu'on ignorait absolument il y a moins d'1 an. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je repasse la parole à l'INEAS pour terminer. À bientôt. Merci. À bientôt. Merci. Merci, madame. Merci, madame Hamzaoui. Merci, professeur Sonia Mazir. Merci aussi, professeur Sonia Galouz, pour votre participation. On était ravis de vous avoir. Toujours, l'INEAS est là pour soutenir tous les professionnels de santé pour une meilleure prise en charge du patient tunisien, que ce soit sujet qu'il est enfant, adulte ou âgé. On est toujours là avec vous pour vous soutenir et avancer ensemble pour la meilleure prise en charge de nos patients. Au revoir et à la prochaine visite. Inch'Allah. À bientôt. Slema. Bye Bye bye. Merci à tous. Merci, au revoir. Bye bye. Ciao.
لا خلينا نعاودوها من الاخر